Au début des années 80, Guy Georges s'installe à Paris. Lorsqu'il est à Paris, travail d'expédient, de petits boulots, c'est surtout ce qu'on appelait à l'époque, c'était un zonard. Il a été dans les premiers squats de la capitale, puisqu'on va le retrouver dans les squats du 14e, du 19e, du 18e. Donc toutes ces années-là, c'est des années de galère, quoi. C'est vraiment des années de galère. Plus tard, il aura un petit boulot à la mairie de Paris, au ramassage des poubelles, où d'ailleurs ils feront un pot pour son départ. Il est socialement dans ces groupes, entre guillemets, asociaux, c'est le bon compagnon, quoi. Dès le début des années galères, le bon compagnon s'invente un autre monde la nuit. Comme il le faisait dans les forêts angevines, Guy Georges part à la chasse dans la jungle urbaine. Ses victimes sont des femmes, jeunes et jolies. Sa première proie parisienne, Nathalie, a 18 ans. Elle est enceinte. Il la suit dans l'ascenseur d'un immeuble, l'entraîne au sous-sol. Au couteau, il découpe sa robe, ses sous-vêtements et la viole. Il la poignarde à la poitrine, au ventre, au cou et s'enfuit avec son sac. Il la croit morte. Mais elle parvient à se traîner dans l'ascenseur et à alerter les secours. Miraculée, Nathalie a survécu. Son enfant aussi. Invraisemblable. La plainte déposée par Nathalie est enregistrée pour un simple vol avec violence. Elle est même classée sans suite. En 1981, Nathalie est agressée et violée. On ignore un peu ce viol. Tout ce qui compte, c'est l'agression, c'est le coup. Guy Georges poursuit sa route. Il vit de petits trafics de drogue, de prostitution homosexuelle aussi, dans le quartier de Pigalle. De vol à l'étalage, enfin. C'est justement ce qui va le faire trébucher. Pour des vols répétés dans des supermarchés, il écope de 5 mois de prison en février 82. À peine ressorti, en juin 82, il s'en prend à une nouvelle jeune femme, Violette. Sous un porche d'immeuble, la menaçant de son opinel numéro 12, il lui impose une fellation. Elle résiste. Il lui porte 2 coups de couteau au cou et fuit. Dans son sillage, il perd son billet de sortie de la prison de Fleury-Mérogis. Arrêté, il est condamné à 18 mois de prison pour attentat à la pudeur. Les faits auraient dû être qualifiés d'agression sexuelle. Guy Georges est profondément manipulateur. Il commet des choses qui sont extrêmement graves. Les experts qui l'examinent concluent qu'il est extrêmement dangereux. Et malgré tout, il prend des peines de prison qui sont très faibles. Et puis il sort, il recommence. Et le fait qu'il recommence alors qu'il est justement encore sous contrôle, normalement, de l'autorité judiciaire, lui montre qu'il est plus fort que tout le monde. Transféré dans l'Est de la France, Guy Georges est libéré début 84 pour bonne conduite. Le soir même, il fête sa libération de la pire manière. Il se retrouve à l'entrée d'un parking, il voit une voiture qui rentre dans le parking, il suit cette voiture, il se met dans le parking, et là, toujours pareil, il ne sait toujours pas pourquoi, mais la pulsion commande l'homme. Il pénètre dans la voiture, là effectivement il menace cette femme d'un couteau, il l'oblige à une fellation, mais il la laisse vivante. Il la laisse vivante presque malgré lui. Il lui a porté 2 coups de poignard à la gorge avant de fuir. Sa victime est malgré tout en mesure d'apporter un témoignage très précis à la police. C'est pas un criminel organisé, quoi. Il quitte pas Nancy, il reste, je crois qu'il reste sur la même place, la grande place de Nancy. Enfin bref, il se fait serrer quelques heures après. Cette fois, Guy Georges prend beaucoup plus cher. 10 ans de prison pour viol commis sous la menace d'une arme. Une fois qu'il est condamné, il est envoyé à Caen, dans un centre un peu spécialisé pour les délinquants sexuels, pour lequel il suit d'ailleurs pas de traitement particulier. Il est conscient de ce qu'il a en lui, une problématique qui relève de la psychiatrie, et qu'il faudrait confier ce mal, cette douleur, ce qui a permis de passer à l'acte à des professionnels, à des écoutants, à des professionnels de la matière. Il en est conscient. Pas si sûr, car des soins lui ont été proposés. Il les a refusés. Ils ne sont pas obligatoires.
Seuls 12% des prisonniers de cette prison spécialisée acceptent de suivre une thérapie. Difficile de l'imposer aux autres. On ne soigne pas quelqu'un malgré lui. On ne va pas se mettre à faire des injections ou un traitement comme ça et soumettre la personne à un changement qu'il ne veut pas. Ce n'est pas possible, ça. Guy Georges, lui, ne se sent pas malade et ne voit pas de quoi on veut le guérir. Il se sent normal. La preuve, une fois encore en détention, il a un comportement exemplaire. Quelque chose de tout à fait étonnant chez lui, qui est le contraste entre cette espèce de fuite en avant éperdue, de cette course terrible, et son calme, son apaisement en prison, dans des moments où il semble avoir eu quelques apprentissages scolaires et en même temps il a pu faire du sport, comme si en prison, dans les murs de la prison, il était contenu, comme si c'était la seule façon pour lui de retrouver des repères et un semblant d'organisation. Grâce à cela, Guy Georges obtient dès 1991 un aménagement de peine. Il peut sortir la journée, pourvu qu'il rentre dormir le soir derrière les barreaux. Il obtient cet aménagement malgré les signaux d'alarme lancés par les psys. Les personnes qui l'ont examiné, les psychiatres qui l'ont examiné, les psychologues qui s'en sont occupés, les éducateurs qui en ont eu la charge, ont tout de même insisté précocement sur la tournure très inquiétante de son parcours. Il y a effectivement chez lui quelque chose de l'ordre de l'incapacité à vivre dehors. Le 18 janvier 1991, une semaine après la mise en place de son régime de semi-liberté, Guy Georges ne réintègre pas sa cellule. Il reprend le chemin de la capitale. Voilà seulement 6 jours que Guy Georges est revenu à Paris. Il est dans le quartier Montparnasse. Attablé à une terrasse de bistrot, il repère une jeune et belle étudiante blonde, Pascale Escarfaille. Il la suit jusqu'au 6e étage d'un immeuble de la rue de Lambes. Dans l'escalier, Pascale se retourne et demande à Guy Georges « Que veux-tu » ?« Toi », répond-il en sortant son couteau de chasse. Il la pousse jusque dans le studio, lacère ses vêtements, coupe le soutien-gorge entre les deux bonnets, viole la jeune femme et lui plante le couteau dans la carotide. Il se lave les mains, boit une bière trouvée dans le frigo, fouille le petit logement, vole des bijoux, une montre et part, aussi discrètement qu'il est venu. Le scénario de ce premier meurtre sera la matrice de tous les prochains. Quand on perd sa fille dans de telles conditions, on est complètement tétanisé. Hein. C'est comme si on recevait un énorme rocher sur la tête. Et la première réaction, c'est d'être plus là. De se demander si on existe encore. C'est vraiment un bouleversement, mais en même temps un assèchement de l'être. Sur place, la police ne recueille aucun indice, pas même la plus petite empreinte digitale. La seule chose qui m'intéressait, c'était d'essayer de trouver le coupable. Hein. Il y avait une enquête extrêmement complète, extrêmement fouillée. Et on ne savait même pas non plus si c'était pas un proche, un ami. Donc la police a suivi toutes les pistes. Et puis l'inspecteur Bustamante qui menait l'enquête, qui était vraiment quelqu'un de formidable, m'a dit on ne retrouvera l'assassin que s'il récidive. Guy Georges a quitté Paris. Une semaine plus tôt, il aurait dû rentrer dormir en prison à Caen. Mais il a joué les filles de l'air. Personne ne semble s'en être inquiété. Aussi, il rentre au bercail, comme si de rien n'était. Il tue et il revient spontanément en prison. Il développe à ce moment-là un sentiment de toute puissance.
Il se sent plus fort que tout. Il est plus fort aussi que l'institution. Non seulement il a réussi à assassiner une femme et donc à asseoir son pouvoir sur une femme, mais en plus, il berne tout le monde. Il berne les juges, les policiers, et il se protège des recherches de la police en revenant se mettre dans le giron de la prison. Personne ne demande à Guy Georges de compte ou d'explications sur son escapade. On passe l'éponge. Il bénéficie même plus tard d'une remise de peine et ressort en avril 92. Il n'a toujours aucune obligation de soins. Il ne se passe pas 15 jours avant qu'il fonde sur une nouvelle victime dans l'entrée d'un immeuble. Couteau à la main, le violeur veut imposer une fellation à sa victime qui hurle. La lumière de l'escalier se rallume, des voisins apparaissent. Guy Georges tente de fuir, mais il est rattrapé par les forces de l'ordre. Bien que multirécidiviste, il n'est condamné qu'à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Il recouvre la liberté fin 93. On le retrouve à nouveau dans les squats. Il devient même pote avec plusieurs journalistes. Moyennant rétribution, il les guide et les protège dans les milieux marginaux de la capitale. La toute-puissance s'exerce par rapport aux médias. Je manipule les médias, je suis là, c'est moi qui pose dans le squat comme le roi du squat. L'auteur de ces clichés, c'est Yann Morvan, collaborateur des plus grands magazines. En novembre 1994, je réalisais un reportage pour Paris Match sur la fracture sociale. Et pour ce reportage, j'étais amené à passer 3 semaines dans un squat de la rue du Dos, dans le 15e arrondissement de Paris. Guy Georges vivait dans ce squat à l'époque. J'avais un assistant qui s'appelait Salomon et qui a fréquenté Guy Georges. Ils sont devenus amis. 6 mois plus tard, je me retrouve dans un autre squat, qui était le squat de la rue Saint-Sauveur. Et là, il y avait Guy Georges, il y avait Joe. Et Joe, là, j'avais commencé aussi à faire des portraits et à aller en banlieue. Et en banlieue, Salomon, mon assistant, n'était pas là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Guy Georges, m'aidant à porter mon matériel photo. Et donc, on s'est fréquenté, disons, pendant tout le mois de juin et une partie du mois de juillet 95. Guy Georges a alors un comportement exemplaire et d'assistant et de protecteur. Il observait beaucoup, comme un vautour. Hein. Et je me rappelais toujours regarder les autres tout le temps attentivement. Hein. Quand on était dans les banlieues dures, ensemble, là, on a fait des trucs, je dirais, à Montfermeil, par exemple, pas évidentes. À aucun moment, il a perdu son sang-froid ni son contrôle. C'était quelqu'un qui était maître de lui. Morvan passe aussi du temps avec ce nouvel assistant dans les squats. Il sait bien que le jeune homme vit à la marge, mais comme tout le monde, il finit par l'apprécier. Guy Georges, que les gens appelaient Joe, hein, dans le squat, était un peu le défenseur du squat. Je pense qu'il était militant du DAL, hein, du droit au logement, et en même temps une personnalité qui était aimée de tous les membres du squat, et appréciée. Un garçon qui était tout à fait décontracté, fumant du hashish perpétuellement, quasiment, et d'un abord facile. Le seul problème, c'est qu'il ne voulait pas être photographié. Ça, je ne savais pas pourquoi, mais je pouvais imaginer. J'avais demandé à Salomon, tu sais pourquoi? Et il m'avait dit, écoute, il a peut-être eu des problèmes avec la police, on ne sait pas, il ne veut pas, bah, tu sais, il faut respecter. En gros, l'idée, oui, c'était ça, c'était, il a eu des problèmes, on n'en parle pas, il s'est sorti, maintenant il est clean, maintenant il est au DAL, maintenant il aide les autres et tout, c'est fini. Il reste pourtant une sacrée part d'ombre chez le bon samaritain. Personne ne sait ce qu'il fait de ses nuits. Personne ne le sait, mais il a repris la chasse. Cette obsession qui ne le lâche jamais. Cette traque urbaine aux jeunes femmes. Elles n'ont pas de point commun d'âge, puisque la plus jeune a à peine 19 ans, la plus âgée 32 ans, c'est presque une génération qui les sépare. Elles n'ont pas de point commun physique. Il y a de la plus petite à la plus grande, il y a des un peu corpulentes, des très minces. Le point commun, c'est leur appétit de la vie. Ce sont des femmes qui sont toutes lancées dans la vie, qui sont battantes, qui ont des amis, qui ont des projets, qui ont une envie de construire des choses, qui réunissent les gens autour d'elles, qui ont une forme de charisme. Et donc, il se dégageait quelque chose chez les victimes de Guy Georges, et Guy Georges était attiré comme magnétisé par ce qu'elles dégageaient. Ces jeunes femmes possédaient quelque chose dont il était privé. Il y a là, si vous voulez, une sorte de rencontre qui se fait en termes d'envie.
qui ne peut pas ne pas être en relation avec le fantasme de la jeune maman qu'il a abandonnée. La jeune femme suivante sur qui Guy Georges jette son dévolu, c'est Catherine Rocher, 27 ans. Dans la nuit du 6 au 7 janvier 1994, elle rentre d'un dîner. Alors qu'elle gare sa voiture dans son parking, Joe le killer l'agresse. Son corps est découvert 4 jours plus tard. La victime reposait à l'arrière de son véhicule, les jambes reposant par terre et dénudées. Et la victime présentait de nombreuses plaies provoquées par une arme blanche. Des traces sanguinolentes étaient visibles sur ses cuisses et ses vêtements étaient coupés en entrejambe, à savoir son pantalon. Son slip était également coupé. Par la suite, on constatera que ses soutiens-gorge étaient également coupés entre les baleines. Les parents de Catherine Rocher sont immédiatement alertés. Je me souviens particulièrement de M. Rocher, qui s'est effondré sur mon épaule alors que nous accédions au domicile de sa fille, en pleurant après son bébé, comme il l'appelait. C'était quelque chose de particulièrement émouvant, très touchant et bouleversant. La police scientifique est déjà sur place, à la recherche du moindre élément. On a une empreinte partielle, une empreinte digitale partielle sur la vitre du haillon arrière de la voiture. L'empreinte digitale partielle n'est pas identifiable car elle ne comporte pas en nombre suffisant les éléments nécessaires, les 12 points nécessaires pour la comparaison éventuelle avec un suspect. On a des traces ensanglantées sur la porte du box. Les traces de sang sont celles de la victime, malheureusement. Il n'y a rien d'autre apparemment. Comme dans l'affaire de Pascal Escarfaille, les limiers de la criminelle ne peuvent aller plus loin. Et ils ne peuvent imaginer que les 2 meurtres sont ceux d'un seul et même individu. La macabre découverte suivante, elle, est immédiatement rapprochée de l'affaire Rocher. Et l'enquête est confiée au même groupe, celui du commandant Pellegrin. Les faits se déroulent à nouveau dans un parking. La victime, Elsa Benadi, 22 ans, rentre d'une soirée le 8 novembre 1994. La scène du crime ressemble en tout point à celle de Catherine Rocher, à une différence près. Des traces de sang avaient été relevées sur un prospectus retrouvé à l'arrière du véhicule, un prospectus de théâtre. Il ne s'agit pas du sang de la victime. C'est le sang d'un inconnu, le coupable peut-être. Pourtant, une fois encore, l'enquête s'enlise. Guy Georges, lui, file le parfait amour avec Valentine, une copine de squat. J'ai rencontré un anniversaire d'un copain. Et c'est là que la première fois je l'ai vu et on est sortis ensemble. Au niveau de la relation sexuelle, c'était bien. Il a jamais été violent, rien du tout. Pour parler avec lui, il fallait lui soutirer un peu les mots parce que il était très timide. Les policiers, ils disaient comme quoi j'aurais pu être la dernière victime, alors que moi je pense qu'il m'aurait jamais fait du mal. Un mois après avoir tué Elsa Benadi, Guy Georges s'en prend à Agnès, 27 ans. Elle est violée et assassinée chez elle, à 2 pas de la Bastille. Cette fois, et pour la première fois, on découvre des traces de sperme. On en extrait l'ADN du coupable, un ADN inconnu. En juin 1995, Elisabeth aurait pu connaître le même sort. Elle est suivie jusque chez elle. L'homme surgit, couteau à la main. Dans l'appartement, Guy Georges entrave la jeune femme et parle tranquillement avec elle, cigarette au bec. Profitant d'un moment d'inattention de son agresseur, Elisabeth parvient à s'enfuir. On retrouve chez elle, sur un mégot abandonné dans un cendrier, un ADN, le même que celui de l'agresseur d'Agnès. Et Elisabeth permet aux enquêteurs d'établir un portrait robot. Chose incroyable, elle le décrit de type nord-africain, petit. Et Guy Georges a plutôt, on va dire, si on doit chercher un type, plutôt un type antillais, grand. Il fait 1m80, 85, je crois, et tout. Ce qui fait que quand les portraits robots qui va être fait suite à ça n'a rien à voir. En juillet 1995, c'est le corps d'Hélène, 27 ans, qui est découvert bâillonné, souillé, égorgé dans son appartement du 10e arrondissement. Sur place, on trouve non seulement un ADN,
le même que chez Agnès et Elisabeth, mais aussi et surtout une trace de pied égyptien, dont le deuxième orteil est plus long que le pouce. Cette fois, les enquêteurs sont certains d'avoir affaire à un tueur en série. Les meurtres en appartement sont confiés au groupe Sanderson de la brigade criminelle et à un juge d'instruction de choc, Gilbert Thiel. Mais le célèbre magistrat ne peut empêcher le criminel de terroriser ceux qu'il croise. Yann Morvan, par exemple, qui a fini par avoir des embrouilles avec Guy Georges. Ils avaient menacé de vitrioler mes enfants. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que j'aille chez un armurier, il faut que je prenne une arme. Je ne vais pas laisser ma famille vitrioler, je veux dire, c'est pas possible. Il m'a fait très peur. Et je me suis enfui d'ailleurs, je suis parti, je suis revenu 3 mois après, il était en bas de chez moi, il était en bas de la rue. Chez moi, c'était en septembre 95, il faisait les guets. Et il a été arrêté quelques jours après, pour tentative de viol. Je pense que ça m'a sauvé la mise, peut-être. Celle qui lui a peut-être sauvé la vie, c'est Mélanie Bakou. Le tueur de la Bastille l'a menacé de son arme, s'est fait ouvrir la porte de l'appartement. Mélanie avait été victime d'une agression dans le 3e arrondissement de la part d'un individu qui, sous la menace d'un couteau, avait tenté de pénétrer chez elle et avait été mise en fuite par la présence inopinée de l'ami de cette jeune femme. Cet individu allait être interpellé rapidement, car dans sa fuite, il avait perdu son portefeuille avec ses papiers d'identité. Il allait être interpellé et écopé de 30 mois ferme. Ni le caractère sexuel de l'agression, ni l'état de récidive n'ont été retenus. Guy Georges passe 2 ans à l'ombre. Il ressent en juin 97 et ne perd pas de temps. En 3 mois, il agresse au moins 2 jeunes femmes et en tue 2 autres. Magali Sirotti et Estelle Magne. Chez Estelle, la police découvre un sweatshirt maculé de sang. Ils en connaissent l'ADN. C'est celui de SK, serial killer. C'est sous ce nom qu'il a été répertorié. Lorsqu'à l'automne 97, la presse et le public entendent parler pour la première fois du tueur de l'Est parisien, la brigade criminelle a sur les bras 7 meurtres et de nombreuses agressions. Sur les 7 meurtres, il y a eu au total 4 groupes de la brigade criminelle distincts, dont 2 principaux. Ces groupes parlaient très peu entre eux. Et en plus, pour corser le tout, les 2 groupes principaux, le groupe du commandant Pellegrin et le groupe du commandant Sanderson, s'entendaient très mal. Il y avait une détestation effroyable entre ces 2 grands officiers de police qui se parlaient pratiquement pas. Voilà qui ne favorise guère les avancées des enquêtes. Et c'est loin d'être le seul élément qui fait barrage à la résolution rapide de ces crimes odieux. Guy Georges est au-delà du pervers sexuel. Selon les experts psychiatres, il est impossible de le classer dans une seule catégorie. Ça n'est pas un sadique. Il n'éprouve aucune haine particulière envers les femmes. Pourtant, il réduit ses victimes à l'état d'objet. Il les tue, sans plaisir, avoue-t-il, avant de se refermer sur lui-même. C'est un homme sans émotion, qui dira ne plus avoir pleuré depuis l'âge de 12 ans. Guy Georges a passé des années en prison, a été un détenu hors norme. Il s'est toujours remarquablement adapté à l'univers carcéral. Les mesures d'isolement ne l'affectent pas. Des geôliers voient en lui un gars sympathique et lucide. Je suis mieux en prison, car dehors, je suis dangereux, dira-t-il. Bref, un prisonnier modèle jusqu'à ce 26 décembre 2000. C'était 3 mois avant son procès. Avec d'autres détenus, il vient de scier les barreaux de sa cellule. Tentative d'évasion. Il sera rattrapé par des gardiens avant même d'avoir pu sortir de la prison de la Santé. Après avoir reconnu ses crimes, Guy Georges reviendra sur ses aveux. Il aura le culot d'aborder son procès dans la posture d'un innocent, se présentant comme la victime d'une cabale judiciaire. Il invente une histoire délirante. Son ADN a été déposé sur la scène de crime parce qu'il aurait eu des révélations à faire sur le suicide du ministre Pierre Bérégovoy. Face à la cour d'assises, il va apparaître décontracté et souriant. Pour le défendre, 2 avocats, Alex Ursulet et Frédéric Pons. L'un est ancien associé de Jacques Vergès, l'autre, la fille d'un ministre. Une jolie femme aux yeux bleus. Ils vont suivre Guy Georges dans son infernale entreprise de dénégation. Contre toutes les preuves, toutes les évidences, ils se présentent devant les jurés avec l'intention d'obtenir l'acquittement. Ils iront jusqu'à soupçonner de meurtre l'ami d'une victime. Les parties civiles en a nausée. Mais
Ces Bonnie and Clyde en robe noire réalisent en cours de procès qu'ils vont droit dans le mur. Lors d'une audience particulièrement éprouvante, Frédéric Ponce, qui s'est toujours dit convaincu de l'innocence de son client, se met à pleurer. Elle doute. La semaine suivante, changement de direction. Les deux avocats contribueront à faire avouer Guy Georges et à obtenir des excuses dans un silence de mort. Guy Georges a tué à 4 reprises en 94, 95 et à 2 reprises en 97. Des périodes pendant lesquelles les limiers du quai des Orfèvres sont un peu sur les dents. Les attentats de Saint-Michel, les 9 morts de la station de métro Saint-Michel en 95, c'est arrivé en pleine période Guy Georges. Et puis la mort de Lady Di en août 97, c'est arrivé aussi en pleine période Guy Georges. Et toute la brigade criminelle a été réquisitionnée, et pour l'attentat de Saint-Michel, et pour la mort de Lady Di, et ne s'occupait plus de la recherche du serial killer. On n'est pas là en train de se dire, bon, on a un petit assassinat, là, et puis d'autre côté, on a une campagne d'attentats. Simplement, les moyens n'étant pas indéfiniment extensibles, il est bien évident que les enquêteurs de la brigade criminelle sont sur le pont pour les attentats de Paris, et les fonctionnaires de police épuisés, c'est jamais forcément très bon pour les enquêtes. Épuisé ou pas, fin 97, après 7 meurtres, dont au moins 4 imputables au même auteur, ADN à l'appui, plus question de traîner. Il y a une grosse pression parce que ça part tous azimuts. Les hôpitaux psychiatriques sont, visités entre guillemets, parce qu'on s'intéresse à l'aide déséquilibrée. On s'intéresse aux militaires, aux anciens militaires, de par la nature des blessures avec une arme blanche. Tout est analysé, tout est travaillé, si vous voulez. Pour autant, nous sommes toujours dans le vague. On travaille, mais sans résultat. L'impétueux magistrat Gilbert Thiel ne peut s'en contenter. C'est pas possible qu'un type pareil, une véritable bombe comme ça, n'ait pas déjà été confronté au service de police. Il prend son téléphone et il dit « y en a marre, on dispose de preuves scientifiques, des traces d'ADN, il n'y a pas de fichier, ce fichier n'est pas autorisé, je m'en fous, on va le faire quand même. » Et il ordonne à tous les labos qui disposent d'empreintes génétiques de les regrouper. C'est-à-dire qu'en contravention de la loi, il demande au laboratoire de créer le premier fichier d'empreintes génétiques en France. Effectivement, à l'époque, il était interdit de tenir un fichier informatisé des ADN prélevés à l'occasion d'enquêtes criminelles et de les croiser avec toutes les enquêtes en cours. C'est pourtant ce que Thiel demande. Les laboratoires hésitent ou refusent. J'aurais dit que s'ils maintenaient leur refus, ils me le matérialisent par écrit. J'aurais dit que je verserai la lettre au dossier. J'ai dit on en reparlera à l'occasion de la découverte du prochain corps mutilé. Ils ont demandé un délai de réflexion de 2 jours, et 2 jours après, ils ont dit bon, on vous le fait. On compare donc les ADN de plusieurs milliers de criminels à celui prélevé sur 4 scènes de crimes distinctes. Celui de SK, serial killer. Ce qui voulait dire pour chacun des laboratoires, ressortir tous les dossiers un à un et de regarder tous les profils génétiques pour voir si ce fameux inconnu n'était pas retrouvé. Ce qui représente un travail énorme, mais ce qui a permis, de cette manière-là, de trouver Guy Georges par cette comparaison manuelle dans nos dossiers. L'ADN de Guy Georges et celui de SK cohabitaient dans une même armoire du laboratoire de police scientifique de Nantes, à 1 mètre l'un de l'autre. Le 24 mars 1998, le professeur Pascal téléphone au juge Thiel. Il commence par me dire, bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, monsieur le juge. Je dis, inversons la problématique habituelle, donnez-moi d'abord la bonne. Il me dit, bon, j'ai identifié le tueur de l'Est parisien. Il dit, il s'appelle Guy Georges. Moi, Guy Georges, ça me dit rien du tout, hein, comme nom. Je lui dis, c'est pas la peine de me dire la mauvaise, c'est qu'on l'a déjà eu entre les mains. Il m'a dit, oui, tout à fait. Les flics ont eu le tueur de la Bastille entre les mains à de nombreuses reprises. À 36 ans, Guy Georges a déjà passé près de la moitié de sa vie en prison.
Son empreinte génétique a été prélevée, avec son accord, lors de son séjour à Caen en 1991, avant le meurtre de Pascal Escarfaille. Depuis, cette trace dormait dans l'armoire du labo de Nantes. En 1995, alors qu'il a été condamné à 30 mois de prison pour l'agression de Mélanie Bacou, trahi par le portefeuille perdu dans sa fuite, il est suspecté par le commandant Pellegrin des meurtres de Catherine Rocher et d'Elsa Benadi, les 2 victimes des parkings. Pellegrin fait venir le détenu au 36 quai des Orfèvres. Il nous a déclaré ne pas connaître les lieux, ni reconnaître les photos des victimes que nous lui représentions et ne pas être en mesure de justifier de son emploi du temps. Son ADN est même comparé à celui extrait du sang recueilli sur le prospectus de théâtre découvert dans le véhicule d'Elsa Benadi. Ce n'est pas son ADN. Personne ne sait encore que le sang du prospectus n'est pas celui du criminel. Guy Georges est mis hors de cause. Avant de le renvoyer dans sa cellule, Pellegrin propose au commandant Sanderson de l'interroger à son tour. Il est présenté aux gars du groupe Sanderson qui regardent, bon, ils le font déchausser, il n'a pas le pied égyptien, il le compare au portrait robot, c'est pas du tout ça. Le groupe Sanderson le prend en photographie, va voir Elisabeth Ortega, lui présente la photo, elle dit ce n'est pas lui. Alors, une nouvelle fois, c'est pas la moindre critique vis-à-vis d'Elisabeth Ortega quand on subit des traumatismes identiques à celle-là. Mais voilà comment ça foire. Un portrait robot qui ne correspond pas, un témoin qui ne reconnaît pas son agresseur. Pourquoi donc irait-on comparer l'ADN de Guy Georges à celui de SK? Si cela avait été fait, le tueur de la Bastille aurait été mis hors d'état de nuire dès 1995. Et ça veut dire concrètement, et là c'est beaucoup plus cru, que Magali Sirotti et Estelle Malk seraient toujours en vie à l'heure où je parle. On avait tous les éléments, on est passé à côté, et elles sont mortes. Et on peut difficilement rester insensible. On était responsable de ces 2 morts. En 1995, Guy Georges est donc passé entre les mailles du filet. Il est hors de question que cela se reproduise en cette fin mars 98. Dès le 25, tous les flics de la capitale ont dans leur poche la photo du tueur de l'Est parisien. Tous les lieux qu'il fréquente habituellement sont sous surveillance. Mais la presse est tenue à l'écart. Gilbert Thiel veut jouer la discrétion. Pourtant, le 26 mars, à 7h du matin. Le journal de Jacques Esnoux. Bonjour, exclusivité RTL à la une de l'actualité ce matin. Le tueur de l'Est parisien a été identifié par la brigade criminelle. Alors là, tempête sous les crânes, le juge-t-il explose, parce que Guy Georges avait été identifié, mais pas encore logé, comme disent les policiers, et on pouvait craindre que s'il écoutait la radio, entendant qu'il est démasqué, il ait le temps de s'en aller. Effectivement, l'irresponsabilité journalistique en la matière a atteint des sommets. Heureusement, Guy Georges n'écoute pas la radio. Il est presque 13h lorsqu'il surgit du métro Blanche dans le quartier de Pigalle. 2 policiers sont là. Ils le reconnaissent. Guy Georges se laisse interpeller en douceur. Il a pourtant son opinel dans la poche. Il est emmené au quai des Orfèvres. Lorsque Guy Georges est arrivé à la criminelle, évidemment, tout le monde se précipite sur la mezzanine qui domine l'escalier principal qui conduit à notre service, dans un silence quasi religieux, et le voit passer. Enfin, on pouvait mettre un visage et un nom sur ce prédateur. Le premier à interroger Guy Georges, c'est justement le commandant Pellegrin. Au bout de quelques minutes, il nous parle d'un dossier que nous n'avions pas pris en compte. Celui d'un assassinat commis en 1991 au préjudice de mademoiselle Pascal Escarfaille, qui avait été également violentée, qui avait été tuée à coups de couteau dans le 14e arrondissement. Et cette affaire, c'est lui qui nous en parle spontanément, sans que nous évoquions avec lui en quoi que ce soit les détails. Et il nous donne des précisions de lieu, des détails sur la victime, sur les gestes qu'elle a pu avoir, sur la scène de crime et sur ce qu'il a dérobé.
et qui correspond parfaitement à ce que le groupe qui avait à l'époque été saisi d'enquête avait noté. Au fil des mois et des interrogatoires, il finit par avouer non sans mal tous les crimes dont il est suspecté. Ceux dans lesquels a été retrouvé son ADN d'abord, puis tous les autres. Et à chaque fois, il donne des détails que seul le coupable peut connaître. C'est sur la base de ses aveux qu'il est renvoyé devant la cour d'assises de Paris. Le 19 mars 2001, lorsque s'ouvre le procès de Guy Georges, les parents des victimes sont là, prêts à faire face à l'assassin de leur enfant. On dit souvent qu'un procès permet de faire son deuil. C'est une expression aussi que je n'aime pas du tout, faire son deuil, parce qu'on n'accepte jamais la mort de son enfant. Dans le box des accusés, Guy Georges semble décontracté. J'ai été terriblement choqué par le sourire de ce bonhomme dont on savait qu'il avait tué cette jeune femme, puisqu'il y avait les ADN, il y avait les aveux qui avaient été passés à la brigade criminelle. Il souriait, il était décontracté, et je me suis dit, tiens, on va en faire une star. Qui ont, nous, les médias. S'il sourit, c'est sans doute parce qu'il prépare un coup impensable. Il choisit de plaider non coupable. Il serait innocent de tous ces meurtres, victime d'une erreur judiciaire. Ses avocats en semblent également convaincus. Ce qui était patent, c'est que dans certains dossiers, il était patent que la mise en cause de Guy Georges ne tenait pas. Encore une fois, quand vous voyez Guy Georges dans ce moment-là, vous avez envie, oui, on a envie de l'aider. Guy Georges, c'est un clown. C'était un type qui était en représentation permanente. C'est-à-dire que pour lui, le procès, c'était la gloire. Donc, il était tout content d'être là, à la limite. Il est arrivé, il niait tout. Et il expliquait, il faisait expliquer par ses avocats que non, il dirait plus tard, c'est parce qu'il savait certaines choses, peut-être sur l'assassinat de Bérégovoy, peut-être des secrets d'État, que du coup, on avait placé son ADN sur certaines scènes de crime, mais qu'il allait s'en expliquer et que c'était pas lui. Et quand on le voyait draper dans son innocence, dire à sa mère, maman, tu vas voir, c'est pas moi, ne crois pas ce que dit la presse, attends. Pendant une semaine, tout le monde a attendu. Personne n'a rien vu, rien entendu de cohérent. La première semaine a été très éprouvante, et parce que la tension est très très forte. Il a été déstabilisé par 2 ou 3 questions. Il se mure dans un silence. Dans un premier temps, silence totalement partiel, puisqu'en fait, je me rends compte qu'il n'accepte de répondre qu'aux questions qui ne le mettent pas en difficulté. C'était une position qui était pour lui absolument intenable. Il ne pouvait pas ne répondre qu'aux questions qui étaient faciles et pas aux autres. Parce que ça, à ce moment-là, le silence devenait éloquent. Voilà, c'est là où ça a basculé. Ça a basculé le vendredi dans les dernières minutes de la première semaine. Un expert avait envisagé que certaines découpes de vêtements auraient pu être faites de la main gauche. Le tueur serait donc ou gaucher ou ambidextre. Ce n'est donc pas moi, Serine Guy Georges. Je suis droitier. Maître Solange Doumic, l'avocat d'une des parties civiles, le reprend. Vous faites rien avec la main gauche. Non, rien avec la main gauche. Pourtant, je vous ai vu bouger le micro avec la main gauche et bouger les photos comme ça avec la main gauche. Il prend ça dans la tête, il s'immobilise et il dit oui, mais c'est pas du tout pareil. Les photos, c'est comme ça, mais sinon. Et je lui dis oui, sinon, vous donnez des coups avec la main droite. C'est ça. Et il relève le poing. Et quand vous tenez un couteau et que vous tapez avec le couteau, vous frappez avec le couteau avec la main droite. Oui, c'est ça. Et il refait le geste. Je dis merci, je m'assieds. Guy Georges se lève, hurle en me désignant du doigt comme ça. C'est elle m'a eu. Pour elle, c'est un jeu. Son avocate dit mais non, elle vous a pas eu. Et lui hurle encore plus fort. Si, elle m'a eu. Il me désigne du doigt comme ça, il s'assied dans le box, il me menace du regard, avec les yeux au bord du regard, avec un regard tel que autour de moi, une autre avocate et la stagiaire qui était avec moi, l'une s'écarte et l'autre, la stagiaire, vraiment diminue sous le banc, disparaît pour ne plus. Et je me retrouve face au regard de Guy Georges, qui a duré 20 secondes. Énorme, un temps énorme. Et là, tout d'un coup, pour la première fois depuis le début du procès, c'était plus du tout l'homme courtois, charmant, que tout le monde avait envie d'avoir pour ami, à qui on aurait donné une cigarette sans problème. C'était le prédateur.
On avait en face de nous celui qui avait assassiné. Et c'était absolument terrifiant. Suspension d'audience pour le week-end. Dès le lundi, maître Alex Ursulet, l'avocat de Guy Georges, reprend la main. Contre toute attente, c'est lui qui accouche son client. Guy Georges va dire ce que tout le monde attendait depuis des jours, voire des semaines, voire des années. C'est-à-dire qu'à la question « Avez-vous tué Elsa ? Avez-vous tué... » La réponse est oui. Avez-vous tué Pascal, Catherine, Agnès, Hélène, Magali, Estelle? À chaque prénom, la réponse est oui. Oui, il a cessé d'être un monstre. Il est redevenu un homme. Et en répondant oui à son avocat, à celui qui se battait depuis le début, pour exiger que l'accusation fasse correctement son métier. Donc, finalement, il va nous permettre d'accomplir notre mission encore plus fortement que nous n'avions jamais espéré. Car quel gâchis si ce procès était allé à son terme et s'il n'avait pas dit oui. Ça, c'était quand même un grand soulagement. Il aurait pu, évidemment, nier totalement. Ça soulage, voilà. Parce que quand même, entre le moment où Elsa est morte et le moment du procès, il y a eu 6 ou 7 ans. Et c'est vrai que tous les matins, tous les soirs, dans la journée, chaque fois, qui et pourquoi? Qui l'a tué et pourquoi? Qui? Les jurés de la cour d'assises de Paris n'ont eu aucun mal à répondre à la question. Oui, Guy Georges est reconnu coupable de 7 meurtres. Pourquoi? Pour rien. Juste parce que ces 7 jeunes femmes, belles et trop vivantes aux yeux du prédateur, ont eu le malheur de croiser son chemin. Guy Georges a été condamné au maximum. La prison à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. Pas suffisant, pensent certains. C'est terrible à dire. Hein. Je pense que c'est un individu pour qui il faudrait remettre la peine de mort parce que rien ne les arrêtera. Je veux dire, le goût du sang, le goût de la mort les habite. Et c'est trop tard. Trop tard. Alors, c'est pas très chrétien de dire ça, c'est pas bien. Je dis, oui, ce que je dis n'est pas bien. Mais moi, je me mets du côté des victimes. Sortir quelqu'un comme ça, c'est condamner quelqu'un à mort. Pour faire barrage à ce risque dramatique, le gouvernement cherche à mettre en place une loi de rétention de sûreté. La prison après la prison pour les criminels trop dangereux. Une loi inacceptable pour certains. Une bonne solution pour d'autres, afin d'éviter de rouvrir le débat de la peine capitale. J'étais contre la peine de mort et je reste contre la peine de mort. On est contre la peine de mort. Si vous voulez, on ne peut pas transiger là-dessus. On ne peut pas être pour la vie et pour la mort. C'est impossible. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faille pardonner. Et peut-être qu'il faut pardonner, mais bon, c'est pas évident. Hein. Je vais me faire assassiner par mes enfants. Et par des amis, ils vont me dire que vraiment j'exagère, mais je ne suis pas contre que Guy Georges sorte. Je ne suis pas contre. Le croiser dans la rue, bon, ce ne serait pas très agréable, évidemment. Ce qui me gênerait, c'est qu'il recommence. Et je dis, justement, tant qu'il n'a pas changé, tant qu'il n'a pas été au bout de sa personnalité, au fond de lui-même, il y a un risque. Il y a un risque. Et ce risque n'est pas acceptable. Le nombre de criminels qui, comme Guy Georges, sont réputés incurables, irrécupérables, est estimé à environ 150 en France. Guy Georges est incurable. Tous les experts l'affirment. Sa folie meurtrière a été exposée, décortiquée, commentée tout au long de son procès. 5 mois après sa condamnation, alors qu'il va disparaître dans la froideur des prisons centrales, il reçoit une lettre. On le sait, les serial killers ont des groupies. En général, des femmes un peu déséquilibrées, en quête de sensations fortes. Dans ce cas, c'est différent. Celle qui lui écrit est une étudiante en droit, mignonne. Elle l'appelle monsieur. Quelque chose d'inexplicable l'a poussé à rédiger ce courrier. Guy Georges y répond, avec courtoisie, comme il est capable de le faire. La relation épistolaire devient régulière. L'étudiante est sous l'emprise du tueur. Il sait trouver les mots justes pour lui parler. Il la comprend, la rassure. Elle finit par lui rendre visite en détention. Ces rencontres s'enchaînent. Lors d'un autre parloir, ils sont seuls et en profitent pour faire l'amour, à la dérobade. Cette jeune femme n'a encore une fois rien d'une originale. Aux dernières nouvelles,
Elle désirait un enfant du tueur.